Maxime Lagan, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au podcast FinTech Fair, premier podcast financier d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Bonjour Zena, bonjour Lorenzo, Bonjour. Merci de votre invitation. Je suis Avec plaisir. très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce podcast FinTech Fair. Je m'appelle Maxime Lagan, je suis le fondateur et le CEO de 1, 2, 3 Next Generation, donc une entreprise qui aide les entreprises justement à communiquer et également qui forme et qui conseille les entreprises en matière de talent et de communication. Empowering all generations. All Generations. L'aspect intergénérationnel, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on aime bien aborder dans cette émission, donc je pense qu'on aura plein de choses à dire là-dessus. Après cette belle présentation, expliquez-nous concrètement qu'est-ce que c'est 1, 2, 3 Next Generation. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous l'avez fait? Au moment où vous avez créé cette entreprise, pourquoi vous avez senti qu'il était nécessaire de la créer? À quels besoins avez-vous voulu répondre? Alors tout d'abord, moi j'ai travaillé longtemps dans le monde de la finance. J'ai eu la chance de travailler pour différentes banques pendant près de 11 ans, à conseiller les directions de banque, notamment en matière de changement réglementaire. Donc en fait, c'était pas évident parce que pendant 11 ans, il a fallu tous les années changer. La bonne nouvelle, c'est qu'on était le messager de plus de réglementation généralement, et donc il fallait aider les entreprises, les banques entre autres, à adapter leur processus et à intégrer les changements réglementaires. J'ai eu la chance de le faire pendant 11 ans, donc ce qui impliquait en fait finalement à la fois des processus, mais aussi des outils informatiques. Et notre job était de faciliter le job des banquiers, en toute conformité avec la réglementation bancaire. Et alors il se trouve qu'en fait, on faisait ça et ensuite on déployait, donc il fallait former des milliers de collaborateurs. Donc j'ai eu la chance chaque année de former des milliers de collaborateurs dans ces banques et les gens me disaient « Maxime, t'es pas trop mauvais en formation ». Puis moi, je lui ai dit « Mais je fais juste mon job ». Puis, avec le temps, je me suis rendu compte que le changement pour les organisations, tant pour les organisations finalement que pour les individus, c'est quelque chose de compliqué. Et une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est parce qu'à l'école, on nous apprend les maths, mais on ne nous apprend pas nécessairement à négocier avec les maths. On ne nous apprend pas la vente. On ne nous apprend pas la prise de parole en public. On ne nous apprend pas la gestion du stress. Enfin, bref, toutes ces compétences et d'autres encore, pour lesquelles, en fait, on a vraiment besoin au quotidien, en fait. Et en fait, l'idée, c'était de créer, effectivement, 1, 2, 3 Next Generation dans l'esprit de former les talents et les entreprises à s'adapter plus facilement. Et donc, on a pris l'axe des soft skills. Donc, on forme aujourd'hui, notamment des banques, et on a la chance de travailler avec des équipes de toutes les générations, justement, des équipes de vente, généralement, pour leur permettre d'améliorer l'expérience client, par exemple, la satisfaction client à travers des outils de communication interne et externe, à travers des experts également, puisqu'on travaille avec des personnes qui sont issues du monde de l'hôtellerie de luxe. Donc on a la chance de travailler avec un très bel expert qui a fait 15 ans Ritz-Carlton, par exemple. Et donc ces expériences clients, elles se font en équipe. Et effectivement, c'est un des axes. Donc, on fait des on-site, des off-site, par exemple. Chez 1, 2, 3 Next Generation, on pense qu'effectivement, la formation, elle s'inscrit dans la durée. Il faut aller au concret. Il faut pouvoir permettre aux entreprises d'utiliser ces outils, en fait, en réel. Donc, on utilise beaucoup de cas pratiques. Et c'est des programmes de 3-4 mois, en général. Mais quand on est chef d'entreprise, une fois qu'on a formé ces talents, on a envie de les garder sur le long terme. Donc, l'idée, c'était de dire, mais finalement, est-ce que le top management, les managers sont équipés eux-mêmes avec des outils de talent management? Donc, on a commencé à conseiller des founders, des CEO, des managers en petits groupes. Là, on est beaucoup plus dans quelque chose de one-to-one ou 2-3 personnes maximum. Et là, c'est vraiment sur mesure. Donc, c'est le moment, le bol d'oxygène que je dis, pour les managers de livrer ces problèmes de gestion au quotidien, à la fois talent management, donc ses propres équipes, mais également gérer la croissance globalement de sa propre entreprise ou de son département. Donc ça, c'est des outils qu'on donne effectivement sur mesure, de nouveau individualisés, sur des programmes de 2-3 mois, à raison de quelques sessions espacées dans le temps, on va dire. Ça, c'est la brique numéro 2, le conseil. Et puis, il vient la brique numéro 3,
et ce besoin de digital. Parce qu'on voit que finalement, après Covid, il y a une accélération du digital pour beaucoup d'entreprises, y compris dans le monde de la banque et de la finance. Il y a un besoin de connecter avec son audience. Les gens, après le Covid, se sont beaucoup plus utilisés leur Natel. Et effectivement, ça devient un outil de communication important pour les marques. Et donc, nous, chez Under Next Generation, on a fait ce pari de proposer aux marques du contenu vidéo court, packagé, pour qu'elles puissent communiquer justement avec leur audience de façon scalable dans plusieurs langues, à l'interne comme à l'externe. Et donc on fait des petites productions de vidéos de 1 minute, 2 minutes qui passent bien sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, et donc qui permet aux ambassadeurs de la marque, à savoir les talents, les premiers ambassadeurs sont généralement les talents de la marque, qui viennent et qui apparaissent dans ces vidéos, ces photos qu'on produit en termes de contenu pour les marques. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est d'aider les marques à communiquer, à être plus visibles dans LinkedIn, à être plus visibles dans le digital en général, et donc de parler à leur audience d'une manière plus peut-être décalée et moderne, dans un univers généralement un peu institutionnel. On essaie de casser les codes. Est-ce que vous avez un exemple de mandat que vous avez peut-être fait qui résume un peu une majorité de ces points ? Alors bien sûr, on a dans le domaine de la communication, on a la chance de travailler avec de grandes marques qui nous ont fait confiance. On a eu le privilège de lancer un service qui était une première en fait mondiale, qui était lancée ici à Genève dans le domaine du recrutement. Et donc on a fait une série de 10 vidéos pour parler de ce qu'est cette académie où on forme, et cette entreprise forme les talents avant de les proposer à leurs clients en termes de placement. Et ça, je trouve que c'est assez effectivement innovant dans le domaine du recrutement. Et donc, on a fait une série de captations, tant avec leurs clients à eux, donc ils pouvaient témoigner de l'efficacité de cette mesure, que des talents de l'entreprise en question, qui a effectivement expliqué pourquoi ils le faisaient, quel était l'intérêt pour leurs clients de effectivement recruter ces talents-là. Et enfin, les talents qui ont bénéficié de ces mesures et de cet accompagnement offert par cette belle entreprise de recrutement. Vos clients sont multiples et variés, je suppose, mais vous avez quand même une partie qui est la finance, donc les banques et les autres acteurs. Quels sont les besoins que vous avez identifiés de ces acteurs-là ? Finalement, pourquoi est-ce que vous allez à la rescousse, entre guillemets, de ces acteurs ? C'est une très bonne question. Alors, je les répondrai peut-être de cette manière-là. Je vois qu'il y a 3 enjeux, en fait. Premier enjeu, démographique. Est-ce que vous savez combien de personnes vont quitter le monde de l'emploi d'ici 2030 en Suisse ? Je ne sais pas, mais je pense beaucoup. C'est près de 500 000 personnes. Alors pour la Suisse... En Suisse ? En Suisse, ouais. Énorme. C'est énorme, effectivement. Énorme. Et donc, qui sont ces personnes ? Eh bien, ce sont ces fameux baby boomers. Ce sont ces personnes qui vont partir à la retraite, qui ont finalement quasiment la plus d'expérience dans l'entreprise, qui ont un savoir-faire immense, mais également qui connaissent très bien la culture de l'entreprise, qui connaissent très bien les clients, les processus. Donc, finalement, pour une entreprise, de perdre ces gens-là, c'est un enjeu. Parce que comment on va faire avant qu'ils partent pour transmettre cette connaissance, ce savoir-faire, mais également ce savoir-être, cette culture d'entreprise. Et alors, il y a le côté interne, mais il y a le côté aussi externe. Généralement, c'est des gens qui ont la relation client. Donc, de nouveau, pour le client, on ne peut pas juste lui dire « Ah bah tiens, vous allez changer, le directeur a changé, ça va être lui pour lui ». Non, ça s'anticipe. Et 2030, c'est demain. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aider les entreprises dans cette idée de transmission multigénérationnelle, comment on peut bénéficier, en fait, comment l'entreprise peut bénéficier à la fois des nouvelles générations qui ont envie d'apprendre, qui ont des compétences, qui arrivent sur le marché, qui viennent d'être formées et qui ont leur premier tour de piste en termes d'expérience. Eux, peut-être, par exemple, dans le domaine du digital, sont peut-être assez pointus, on va dire, versus la personne qui a 45 ans et plus, qui, elle, a par contre toute la connaissance et l'historique de la maison, qui a envie de communiquer, qui a cette connaissance de la communication peut-être plus institutionnelle, comment par exemple sur ce genre de projet de communication digitale, on peut faire travailler ces 2 générations. Et je pense qu'il y a un intérêt tant pour les personnes de 45 ans et plus à partager en fait ce partage d'expérience qu'ils ont eux acquis avec le temps, et ils ont traversé des fois des périodes difficiles, ils ont connu des crises, ils ont connu 2008, ils ont connu beaucoup. Ils ont connu beaucoup de choses.
Et là, effectivement, dans ces situations de crise, ils ont ce fameux terme à la mode, cette résilience en fait, cette patience et savoir en casser les coups. Mais ça, peut-être, c'est des compétences. Donc, on parle de savoir-faire, mais aussi on parle de savoir-être dans cette transmission qui peut se passer à la nouvelle génération. Et de l'autre côté, on a ces jeunes générations qui ont envie d'évoluer dans l'entreprise, qui ont envie d'apprendre. Moi, j'en ai marre qu'on colle à la ticket des jeunes les Kardashians, les Instagrammeurs. Ça m'insupporte parce que, en réalité, vous avez effectivement des jeunes qui sont dans... Mais c'est une caricature. Pour moi, c'est une caricature. La plupart des jeunes, et vous en êtes l'exemple, moi, je trouve... Mais cette jeune génération, pour moi, elle est un vent d'espoir. Elle a un vent d'espoir parce qu'en fait... Elle a déjà l'avenir, quelque part, c'est ces compétences qu'on a besoin dans ton entreprise, mais également, ils sont assez incroyables, certains, je dirais certaines. Ils arrivent à générer des business, des fois à 25 ans, 30 ans. Ils ont énormément de compétences sur beaucoup de sujets. Et je trouve qu'on devrait plus apprendre de ces générations également. Donc, il y a pour moi, une vraie opportunité pour les entreprises à faire parler ces générations et en fait faire que cette transmission, elle se passe dans les deux sens, qu'il y a un intérêt dans les deux sens. Ils ont besoin de mentors, ces jeunes. Ils ont besoin de mentors, ils ont besoin de gens qui les guident dans l'entreprise, qui leur montrent le chemin, qui leur transmettent ce savoir-faire et ce savoir-être. Et en parallèle, ces jeunes générations peuvent aussi faire bénéficier aux générations plus âgées d'un certain nombre de choses que eux ont des compétences aussi à partager. Donc voilà, moi le message c'est le bénéfice de l'intergénérationnel est énorme en entreprise. Il y a un enjeu démographique, il y a une priorité pour les entreprises à anticiper ça, de sorte que et les clients et l'entreprise puissent grandir de cette transmission anticipée, organisée et coordonnée pour que les générations puissent être performantes au sein de l'entreprise et que l'entreprise grandisse de ce multigénérationnel. Ça, c'est l'enjeu numéro 1. Enjeu numéro 2. J'aimerais juste dire vraiment merci pour ce beau message parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Ce côté vraiment intergénérationnel et la plus-value et les bienfaits que les deux générations ont chacune et leurs caractéristiques et surtout le fait de blender ou de rassembler ces deux générations pour qu'elles puissent chacune bénéficier, comme vous avez dit, je pense très justement, communication institutionnelle des baby-boomers et je pense à l'inverse, communication digitale des plus jeunes qui peut vraiment ensemble donner quelque chose de juste explosif dans le très bon sens du terme. Donc vraiment, merci pour ce message rafraîchissant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je vous laisse poursuivre. Donc le message l'aspect l'enjeu numéro 2. Alors, comme n'importe quelle entreprise, la croissance. C'est un enjeu. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de talent, il y a peu de moyens, il y a peu de moyens de développer l'entreprise, il y aura peu de ressources finalement. Donc, il faut que l'entreprise puisse se développer économiquement parlant pour qu'il y ait les ressources pour justement développer les talents et faire tout ce qu'il faut autour des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, l'enjeu clé pour moi derrière, c'est l'acquisition, notamment. Les banquiers ont pour objectif quand même souvent d'acquérir de la clientèle et de développer la clientèle existante, donc de fidéliser finalement des clients. Mais maintenant, quand on regarde le premier point qui était l'enjeu démographique, ce qui est vrai pour l'entreprise est vrai pour les clients. Vous avez des clients dans les banques privées notamment qui généralement ont 45 ans et plus, 50 ans, et c'est ça aussi, du fait de cette grande expérience qu'ils ont acquis une certaine fortune, etc. Bon, est-ce que vous savez quelle est la masse sous gestion, plus ou moins, qui va être transférée de cette génération des baby boomers à la next gen? Ouh, bonne question, non. Pas les chiffres en tête, mais... Alors, c'est évalué, selon les derniers chiffres, à environ entre 30 trillions et 68 trillions. 30 à 68 trillions au niveau du monde. Donc ça veut dire que, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, ça veut dire qu'entre 30 et 68 trillions vont être transférés de la génération Baby Boomers à la génération Millennials Gen Z. C'est à peu près ça, ouais. Cool. Cool. Alors, dit comme ça a l'air simple, mais en fait, c'est très complexe. Parce que le sujet de l'argent, c'est toujours un sujet qui n'est pas simple à évoquer. Et c'est le talent des banquiers et du monde de la finance de justement éduquer les clients à peut-être effectivement
éduquer sur ce que veut dire un portefeuille, éduquer sur l'intérêt de se construire un patrimoine, mais aussi, et souvent, le banquier est le psychologue de son client. Et je pense qu'il y a un enjeu de nouveau pour le banquier ou la personne qui a la relation client au niveau financier, d'anticiper, je dirais, parce que son avenir aussi, lui, en tant que gérant, dépend de ses clients et de ses clients multigénérationnels, je dirais. Donc il y a un enjeu pour les banquiers à voir aussi leurs clients sous l'angle multigénérationnel, c'est-à-dire comment ils ont contact aujourd'hui avec cette next-gen, par quels moyens de communication ils s'adressent à eux. Et ça, en fait, je pense que ça passe par du marketing. C'est aussi pour cette raison-là que chez 1, 2, 3 Next Generation, on s'est spécialisé dans la vidéo, des vidéos courtes qui passent sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn et autres, parce que justement, on croit que cette communication courte est plus adaptée, notamment aux jeunes générations. Mais pas que. Je pense que vous pourriez sonder des personnes de 45 et plus, il y en a beaucoup qui regardent ces communications courtes, parce que justement, elles amènent un vent peut-être de fraîcheur et c'est multigénérationnel, cette forme de communication. Mais donc, dans les moyens de communication, il y a la forme, il y a le contenu et il y a les channels. Et alors, c'est assez intéressant. C'est là où ça devient chouette, c'est se poser la question, mais en tant que banquier, est-ce que je suis sur Insta ? Est-ce que je suis... alors, on va pas parler de TikTok, mais parce que c'est un peu moins instit, mais est-ce qu'au moins je suis sur Insta, LinkedIn ? Est-ce que je communique avec mes clients ? Comment je communique avec eux ? Et de quoi a besoin la génération d'après ? Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on se dit, mais alors quels sont les besoins de la génération finalement ? Les next-gen, les fameux next-gen. Pour vous, ça serait quoi ? Kardashian. En termes de communication. De communication, exactement. Si je me mets dans la peau d'un CEO ou si je me mets dans la peau d'un utilisateur. Si je suis un next-gen qui a besoin de services financiers, par exemple. Ok. Alors, généralement, je suis beaucoup sur YouTube. Donc, si vous voulez m'atteindre, c'est ce canal de communication-là. Donc, voilà, par exemple, je reçois des fois des publicités pour des banques suisses ou autres qui fournissent certains services. Ça peut être du trading ou simplement applications de paiement. Et en fonction de la publicité et du message qui est mis en avant, je vais être plus ou moins sensible à ce type de publicité. Mais disons que si vous voulez atteindre quelqu'un comme moi, ce serait sur YouTube. Voilà. Bon. Ok, intéressant. Honnêtement, c'est une bonne question. Je la pose toujours aux autres, mais je me la suis jamais vraiment posée à moi-même. C'est un peu difficile à répondre, bizarrement, parce que moi j'aime bien regarder les différents canaux, donc que ce soit, donc je pense que les gens qui nous suivent maintenant savent que je suis une fan absolue de TikTok, YouTube également. Mais je sais pas si ça va pas m'agacer le fait de recevoir des publicités de banques sérieuses sur ces plateformes-là, parce que déjà, ils vont me perturber dans mon temps de divertissement. Et de deux, je vais me dire, ils essayent. Voilà, c'est peut-être pas... Je sais pas. Peut-être que je suis un peu cette exception-là, mais si c'est bien fait, ça peut être bien. Il faut que ce soit vraiment bien fait. Sinon, ça peut être vite agaçant. Ok, voilà. Intéressant. Alors, dans les tendances qu'on remarque, et il n'y a pas une clé ou une formule magique, mais quand même, j'ai l'impression que les messages dits authentiques percutent mieux avec l'audience. Voilà, authenticité, exactement. Il ne faut pas que ça soit du corporate bullshit. Exactement. Ni du greenwashing. Ni du greenwashing, ouais. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est que vous l'avez dit très justement, peut-être toi, Lorenzo, tu as YouTube comme channel de communication, puis toi, tu as d'autres communications en fait. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette approche-là, c'est qu'il n'y a pas une réponse. Les next-gen n'ont pas un canal de communication. Exact. Ils en ont plusieurs. Et donc, en fait, en tant que marque, la réflexion, c'est plus se dire où est-ce que sont ces channels, et c'est multi-channel en fait. Et en fait, on pense qu'ils sont tous dans le digital, mais c'est pas tout à fait juste. Il y en a qui sont pas du tout connectés. Il y en a qui vont préférer, par exemple, la presse.
ils vont lire la presse. Alors laquelle, je ne sais pas. Moi, il faudrait leur demander à eux. Et puis, il y en a qui vont préférer le présentiel. Donc, ils vont préférer un événement où ils vont pouvoir venir. Donc, en fait, il n'y a pas une façon d'adresser ce problème-là. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'elles ne sont pas toutes... Elles sont complémentaires les unes aux autres, en fait. Et de ne voir... Alors, c'est drôle parce que chez 1, 2, 3 Next Generation, on a pris cet axe évidemment de la vidéo et de la photo qui sont du contenu digital. Hein. Mais en réalité, on peut l'utiliser, cette photo et cette vidéo, dans un communiqué de presse. On peut l'utiliser à travers aussi des présentations. Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement que d'une manière qu'on peut le voir. Et nous, on croit, et paradoxalement, je vous le dis, je ne crois pas au tout digital. Je ne crois pas au tout digital. Je crois à plusieurs audiences, dans plusieurs types d'attaquer cette audience, entre guillemets, d'adresser cette audience. Et c'est à la fois un mélange potentiellement d'événements, de présentiel, de digital, et effectivement potentiellement de presse aussi, parce que justement, l'audience, vous ne savez pas où elle est, en réalité. Et vous ne le savez pas tant que vous n'avez pas testé. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi en termes de communication, et vous l'avez très justement dit, c'est l'authenticité. Et pendant longtemps, je pense que les marques dans le monde de la finance, et c'est normal, ont cette obligation d'être très institutionnelles parce que leur mission première, c'est de donner confiance à leurs clients. Et ça, c'est une mission noble. Et elles doivent évidemment toujours avoir ça en tête parce que c'est effectivement un pilier important dans le monde de la finance. La place financière genevoise, c'est la réputation de la place, c'est évidemment l'historique de cette place. Donc il faut faire très attention à ces codes, à pas non plus bousculer trop les codes. Mais on peut quand même avoir un côté innovant dans la manière dont on communique quand on est une banque ou un asset manager pour justement montrer plus d'authenticité. Et je crois au fond de moi que les talents et les personnes qui sont ces acteurs de ce monde corporate sont les meilleurs acteurs, entre guillemets, justement, pour être au milieu de ce processus de communication et de production de contenu qui va parler de choses vraies, en fait, et qui va parler des mêmes problèmes que les clients rencontrent potentiellement, puisque finalement, on a tous des vies et on rencontre tous des difficultés. Et cette image trop lissée, parfois, peut laisser paraître que tout est parfait, que non, en fait, la vie n'est pas comme ça. C'est un chaos quotidien, un chaos permanent. Et il y a un livre, d'ailleurs, que je vous invite à lire, de Nicolas Taleb qui s'appelle Antifragile. Vous connaissez ? Non. C'est lui qui a écrit Black Swan ? Non, c'est pas lui. Je sais pas, je saurais pas. Il faudrait vérifier. Mais en tout cas, ce livre est assez magique. Je vous l'invite à le lire parce qu'il dit qu'en fait, en très résumé, le monde est imparfait, le monde est un chaos, et qu'en fait, quand la mer est plate et que tout le monde a un peu de vent dans les voiles, tout le monde avance. Là, il y a très peu d'innovation finalement. Tout le monde s'en sort un peu bien, ça avance. Par contre, quand ça commence un petit peu, le vent commence à souffler fort, que la mer tape sur la coque, c'est là où en fait il y a la vraie innovation. C'est là où en fait les business doivent repenser leur business model. C'est là où en fait les talents doivent un petit peu sortir de leur zone de confort. C'est là où en fait l'innovation et l'USP, ce qui vous rend différent, va un petit peu potentiellement se réveiller en fait. Et c'est là où ça devient intéressant en termes aussi de performance pour l'entreprise. Et en fait, le livre, pour la faire courte, a plusieurs principes. Mais en gros, le principe, c'est l'innovation naît de la difficulté et des situations un peu inconfortables. Et je crois vraiment à ce message-là, notamment sur les marchés. On sait que les marchés sont parfois un peu shaky. Et là, en ce moment, on voit de la volatilité sur les marchés. Je pense fraîchement qu'il y a une opportunité là à saisir. Vraiment, merci beaucoup pour ce discours nuancé et vraiment important parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours. De plus en plus, quand on parle de la digitalisation, tout le monde dit « Ah, mais il faut être à 100% digital. Ah non, mais il faut être à 100% pas dans le digital. » Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment cet aspect nuancé, cet aspect authentique. C'est vrai que j'ai peut-être pas envie de voir un directeur de banque sur TikTok. Ça, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que c'est important que ce directeur-là trouve le moyen de communiquer. Alors, quel que soit le channel qu'il va utiliser, mais c'est important qu'il le fasse. On est d'accord. Et c'est vrai que d'avoir ce discours nuancé, je pense que c'est vraiment très important pour que... Je pense être authentique aujourd'hui, c'est aussi savoir rester à sa place. Aussi savoir qu'on ne peut pas tout faire, comme vous avez dit, qu'on a aussi ses qualités et ses imperfections. Et aussi
être conscient qu'on ne peut pas tout faire et peut-être que si on fait tout, ça ne plaira pas non plus et que ça n'amènera pas plus finalement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce que vous dites qui sont très intéressants et que j'espère vraiment que les auditeurs vont garder ça en tête. Et l'aspect intergénérationnel. Et d'ailleurs, ça me fait revenir à ce que vous disiez au début, l'aspect intergénérationnel, surtout donc, par rapport à la transmission de fortune, parce que c'est une question qui est très importante, qu'on aime beaucoup aborder. Je pensais aborder par la suite, mais vu qu'on y est, on peut le faire déjà maintenant. Et c'est une question qu'on aime beaucoup poser et je suis impatiente d'entendre votre réponse là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on sait que les familles fortunées ont des banquiers qui les suivent depuis des années. C'est des personnes de confiance, c'est des personnes qui sont là avec elles très longtemps, qui sont même sur l'aspect personnel parfois, ou souvent, et qui ont vraiment une vision en 360 de ces familles-là, des challenges qu'elles rencontrent, etc. Vous avez dit tout à l'heure que d'ici quelques années, il y aura un exit des boomers du marché du travail. Et on suppose que les banquiers qui sont là aujourd'hui ont aussi un certain âge et qu'eux aussi vont partir. Comment ça va se passer au moment de cette transmission de fortune intergénérationnelle, selon vous ? Alors c'est une super bonne question, parce qu'effectivement, quand on regarde, vous l'avez dit très justement, cet aspect des banquiers qui, eux aussi, vont être concernés par cette transmission, en fait, eux-mêmes dans leur poste, ils vont peut-être partir à la retraite. Je leur souhaite de faire une très belle retraite d'ailleurs, et de pouvoir avoir la chance de transmettre à la génération d'après. Et quand on parle de génération d'après, c'est pas nécessairement quelqu'un de 20 ans. Je pense qu'ils ont déjà tous en tête un peu peut-être leur plan de transmission, parce qu'il y a un enjeu réel pour des familles, comme vous l'avez dit très justement, de vraiment un des USP, le métier de base quand même du banquier, c'est le relationnel, c'est la gestion et c'est un savoir-faire unique. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'est-ce qui rend la place genevoise attractive, c'est quand même la qualité de ces gérants, la qualité de service, mais également de performance en lien avec leur métier de base qui est la gestion de portefeuille. Donc je crois beaucoup que ces personnes-là sont clés. En fait, elles sont vraiment clés tant pour l'entreprise que pour les clients. Alors comment on fait ? Moi, je crois que je n'ai pas de baguette magique, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un intérêt pour un gérant ou une gérante de dire, bon, dans mon équipe, qui est-ce que je peux voir, est-ce que je vois déjà en fait, potentiellement être adéquat par rapport aux besoins de mes clients. Et les besoins des clients, c'est pour moi ce qui va être le driver, entre guillemets, dans le monde de la gestion, de comment va positionner la prochaine génération de talents. Mais ça s'anticipe. Ça s'anticipe parce que le client, comme vous l'avez dit très justement, il a des années, des dizaines d'années de relations de confiance avec ce gérant ou cette gérante. Donc, il faut anticiper ce mouvement, et je pense que beaucoup de banques le font déjà, d'introduire des gérants plus jeunes, des gérantes plus jeunes qui vont avoir une autre vision potentiellement, une autre façon de communiquer également, et qui vont permettre à la génération d'après d'être un peu plus confiant, de peut-être intégrer le client, lui, va pouvoir présenter ses enfants, et le gérant va pouvoir présenter sa prochaine génération de gérants, et peut-être de ce point de vue-là, la gouvernance, je pense, est centrale au centre de ce processus. Souvent, ces grandes familles ont une gouvernance en place et il serait intéressant d'écouter les enfants. Je crois beaucoup à l'écoute des clients, de bien comprendre quels sont les besoins des clients et de ça, savoir les compétences et donc placer le bon talent qui a ces compétences. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement une question d'âge, voyez. C'est plus de se dire comment on va travailler les besoins du client. Comment on va faire que cette famille puisse, elle aussi, être accompagnée dans le temps avec la génération d'après. Et il faut trouver effectivement le bon axe et l'anticiper assez tôt pour éviter qu'un gérant qui partirait à la retraite, il n'y ait pas de succession derrière. Parce que là, dans ce cas-là, vous l'avez dit très justement, on risque de perdre le client. Et je pense qu'il y a un intérêt tant pour le client que pour le business, donc la banque en l'occurrence, d'anticiper et de dire on agit dans l'intérêt du client en anticipant ça, même vis-à-vis de sa propre famille, du client, d'évoquer ces sujets, parce que rien que d'écouter le client sur ses besoins, c'est déjà beaucoup. Puis après, est-ce qu'ils en parlent d'argent, eux, au sein de leur famille ? Est-ce qu'ils en ont déjà évoqué ce sujet-là ? Puis, qu'est-ce qui va se passer après que
la maman ou le papa qui a fait la fortune familiale la transmet. C'est quoi le plan? Donc, le rôle du gérant n'a jamais été aussi important. Le rôle du gérant n'a jamais été aussi important. Parce que c'est dans ces moments de stress, parce que c'est un monstre stress pour la personne qui va faire la passation, c'est, je pense, un élément important d'être bien accompagné à ce moment-là, dans le côté technique de ce que ça veut dire le métier de gestion, un portefeuille, la partie gouvernance, la partie fiscale, mais également le côté, évidemment, relationnel, psychologique, les besoins, la relation avec la personne, une relation de confiance, elle se fait pas en 30 secondes. Elle se fait pas juste, j'ai introduit un nouveau gérant. Non, il faut du temps pour ça. Il faut des événements. Et moi, je suis pas gérant, c'est pas mon métier. Mais ce que j'observe, c'est que en tant que client, j'ai du plaisir à être écouté et à être compris par mon banquier. Et ça, finalement, c'est cette relation de confiance qui fait tout. Et ça passe par les talents. Donc, est-ce que les talents sont bien formés, banquiers seniors et banquiers moins seniors, à cette expérience client, à cette écoute, à cette bienveillance, mais également à ce côté bien pragmatique qu'est la performance du client au niveau de son portefeuille, de la structuration de sa situation familiale. Et moi, nous, on n'est pas grand-chose dans ça. On forme les talents des banques à justement améliorer cette communication interne et externe, à créer une vraie expérience client, qui pour moi est un des enjeux. Je pense que cette génération, beaucoup de choses sont dites dessus. Je pense qu'on fait partie de cette génération qui n'est plus trop dans la possession, mais qui est plus dans l'expérience. Le partage. Et en fait, ça, c'est un enjeu pour les banques de capter ça. Parce que si elles ont capté ça, alors elles vont adapter aussi leur propre processus à ça et peut-être être plus à l'écoute de justement cette jeune génération qui a peut-être des envies différentes. Et d'ailleurs, peut-être que cette jeune génération ne veut pas du banquier senior parce qu'elle ne veut pas coller à cette image-là. Parce que X, Y raison familiale, vous savez, les familles, c'est toujours compliqué. Donc, en fait, la vraie question, c'est comment on peut, en équipe, dans une banque, au sein d'une équipe de gestion, trouver des axes pour développer ses compétences. Et je pense qu'il y a un aspect qu'on peut ajouter. Vraiment, je souhaite bonne chance à ces nouvelles personnes qui vont reprendre le flambeau. Parce que non seulement elles doivent avoir l'aval du client actuel, mais aussi l'aval des parents et peut-être des grands-parents. Parce qu'il y a toute une famille derrière qui vous regarde, qui vous observe, qui est prêt à shooter au cas où ça ne va pas. Enfin, ça doit être un stress incroyable et vraiment une vraie responsabilité. Alors, un des invités qu'on a eu, donc Arnaud Barret, nous avait expliqué qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se développer, qui aident justement ces générations à faire le transfert. Donc ces gens sont des coachs, psychologues, fameux slashers. Voilà, c'est des slashers, mais qui aident vraiment ces familles où des fois c'est, comme vous dites, toujours compliqué, il y a peut-être des tabous autour de l'argent, il y a peut-être la discussion de la transmission n'a pas encore été abordée parce que transmettre, ça veut aussi dire léguer, ça veut aussi dire laisser l'autre en contrôle. Ouais. Et quand on regarde son enfant, on le connaît dans ses bons comme dans ses autres aspects, donc on a peut-être moins... on laisse moins l'autre prendre les rênes, surtout quand il s'agit d'une fortune familiale qui est là depuis des années. Ouais. Donc je pense que c'est très très complexe pour tout le monde. Absolument. À tous les niveaux. Ouais, merci de l'évoquer. Je pense que tu as raison. En fait, il y a le côté héritage, entre guillemets. Et ce n'est pas une chose facile pour la jeune génération de porter cet héritage. On oublie souvent, et tu l'as rappelé, merci de l'avoir rappelé, que c'est, entre guillemets, des fois un fardeau pour certains ou pour certaines de porter ça parce que la responsabilité. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu vraiment à écouter, à comprendre les besoins et être proche des clients pour bien être capable de savoir qu'est-ce qui va le mieux pour ses clients. Après, il y a un autre élément. Moi, quelque part, je combats cette image des jeunes qui ne seraient que des héritiers et qui, entre guillemets, n'auraient pas fait grand-chose de leur vie, sinon hérité de leurs parents. Eh ben, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas vrai. Déjà, ceux qui héritent, ils ont beaucoup de courage pour les raisons qu'on a évoquées avant, parce que c'est pas simple d'hériter d'un business ou d'un patrimoine. Il faut quand même se former. Faut quand même. Et je pense que beaucoup de jeunes ont envie, en plus de ça, de être part d'une aventure et de le faire. Donc, plutôt que de mettre ces jeunes dans cette boîte de simples héritiers, pourquoi on pourrait pas valoriser ça un petit peu plus et les accompagner dans ce changement.
d'autres éléments, il n'y a pas que des héritiers. Alors, quand on prend la population mondiale, on voit qu'il y a quand même beaucoup de pays émergents où la population est relativement jeune, mais sans parler même d'autres pays en Suisse même, je veux dire, en Europe, combien de jeunes à 25 ans ont des business de plusieurs millions ? Et mince à la fin, pourquoi on parle toujours des Kardashians et des Instagrammeurs qui vendent des produits de placement complètement loin de toutes ces notions de durabilité et franchement, voilà, je pense que ce n'est qu'une partie des jeunes qui suivent ça. D'ailleurs, les jeunes eux-mêmes, ils ne sont pas cons du tout. Ils savent très bien que quand ils regardent la merde, ils l'assument, mais ils regardent aussi des choses intelligentes. Donc moi, je crois qu'en fait, aujourd'hui, l'Internet est une librairie ouverte, que ces jeunes ont compris l'intérêt de cet Internet, que beaucoup se forment, après il faut regarder les sources, mais beaucoup apprennent en fait, et en fait ils ont une capacité à apprendre et à se développer des fois à 20 ans, 24, 25, et de s'auto-documenter et carrément de créer des business. Donc moi je crois beaucoup au pouvoir de cette jeune génération, je pense qu'elle emmène un vent d'espoir. Arrêtons de mettre ces gens-là dans des boîtes, laissons-leur la possibilité de faire des activités qui potentiellement, moi j'aurais été incapable de faire à 25 ans. Il y a des jeunes, ils font des business de malades mentaux et j'aimerais qu'il y ait plus de lumière sur ces personnes-là qui font du bien pour la planète, qui font des associations, qui prennent du temps, qui en plus sont ultra compétents et ça on n'en entend jamais parler. Et à la fin de la journée, au lieu de coller des étiquettes sur cette jeune génération, pourquoi on ne leur donnerait pas au moins le mérite d'essayer ? Et ça, je crois qu'en fait, c'est vraiment le message. Moi, je n'ai pas les réponses. Tout est dans la communication. Et chez 1, 2, 3 Next Generation, on a fait ce pari de cet enjeu qu'est le développement des compétences. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit très justement, d'ici 5 à 10 ans, tous nos métiers vont changer. On ne sait pas ce qu'est l'avenir. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on va être amené à changer. Ça, c'est une certitude. Et nos métiers, ils sont déjà en fait en train de changer. Ils sont déjà en train de se digitaliser. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en réalité. Là, le Covid a tout accéléré. Mais c'était des tendances qui étaient déjà là. Je veux dire, la digitalisation, c'était déjà quelque chose. Là, maintenant, on voit que les entreprises mettent plus de budget marketing. Et dans la part du marketing, le digital prend de plus en plus d'importance. Donc, les métiers du digital, par exemple, vont évidemment, à mon avis, là, vu la tendance comme elle est partie, continuer à... Donc il y a des opportunités, c'est ça le point. Et en fait, quand on est dans un métier, il ne faut jamais oublier que ce métier, il est peut-être plus là dans 10 ans. Donc il faut se former, il faut, et c'est notre mission chez 1, 2, 3 Next Generation, de justement appeler les entreprises à revoir la façon dont elles pensent la formation ou les métiers et dire finalement, on ne sait pas ce qui va arriver d'ici 5 à 10 ans. Nous, ce qu'on peut vous aider, c'est de développer les soft skills pour que ces personnes communiquent mieux, gèrent mieux leur stress en situation de changement et qu'en fait, elles soient plus aptes à s'adapter de façon agile à ce qui va venir. Mais les réponses, on ne les a pas. On ne sait pas ce qui va arriver d'ici 5 à 10 ans. Ce qu'on sait, c'est que probablement une des compétences, sinon la compétence, l'adaptabilité. On parlait tout à l'heure de votre entreprise et des clients. Donc là, à la FinTech Fair, forcément, on a aussi une audience qui est finance, FinTech. Est-ce que vous avez un petit peu des clients FinTech ? Quelles sont un petit peu les demandes que vous voyez Quelles sont leurs demandes ? J'imagine que c'est... Quand on est une FinTech, voilà, il y a aussi cet aspect jeune, on sort des nouveaux produits, des produits innovants sur le marché. Donc j'imagine que les demandes sont aussi complètement différentes. Alors est-ce que vous avez des clients de ce type-là ? Alors oui, j'ai la chance de travailler avec une FinTech notamment. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, de nouveau, ce n'est pas un aspect générationnel pour moi. En fait, des gens qui sont... l'innovation, c'est une réponse à un besoin. Ce besoin, en fait, souvent, c'est plus de connectivité. Donc, être capable de voir son portefeuille partout dans le monde. Plus de sécurité. Donc, on va être sûr que ces données soient protégées, généralement. Donc des devices différents pour pouvoir se connecter justement à travers un côté mobile peut-être plus important. Et évidemment, une vision avec des dashboards souvent. Donc une vision facilitée, certains l'appelleront le UX, User Experience un petit peu. Donc une façon, et je pense que vous avez tout à fait raison, c'est important pour tous les clients en fait de pouvoir aujourd'hui être... Il y a des besoins dans les clients, de mobilité, etc. Donc de pouvoir gérer sa fortune, quel que soit le coin du monde où on se trouve, de pouvoir aussi avoir une vision consolidée de ses actifs,
de pouvoir avoir des informations sur lesquelles on peut se baser en temps réel quasi. Donc là, je pense quand on parle de portefeuille client, on peut penser à des NAV pour des produits, du private equity. Donc là, on a des problématiques de valuation. Et ça, c'est difficile de voir ça dans un portefeuille en temps réel en réalité, parce que la vie d'une société, pour une société qui est cotée, c'est facile, elle a un cours listé en bourse. Mais pour une société non cotée, difficile. Donc en gros, des outils, moi je suis convaincu. Alors, c'est assez intéressant cet axe en fait. Vous me permettez de le développer ? Oui. Quand on regarde la next-gen, c'est des sujets sur lesquels on fait des conférences pour des entreprises. Et donc, je suis amené à me documenter sur ce sujet-là. Et une des dernières recherches que j'ai faites sur ce sujet, c'était assez intéressant. Je me suis dit, mais finalement, quelle est la fonction du banquier de demain en fait, pour ces jeunes ? Et alors, il y a des rapports qui sont sortis. Ce qui est assez intéressant, c'est que les jeunes, ils disent « Non, mais moi, le tout digital, vous oubliez. Un robot advisor, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est de la confiance avec un relationnel. Mais des outils qui assistent ça. » Donc, la fonction du banquier 2.0, selon ces rapports, c'est l'advisor hybride. L'advisor hybride, c'est une personne physique qui a une super compétence métier, mais qui est assistée d'un point de vue informatique avec des channels de communication adaptés à son audience et qui, pour moi, est beaucoup plus réactif et mobile. Voilà, pour la faire courte. Mais c'est intéressant de voir que nos métiers traditionnels de la banque sont souvent quand même des métiers qui, historiquement, pour des raisons notamment d'informatique et de sécurisation des données, étaient très protégés. Donc, complètement à l'opposé de cette notion de mobilité et en fait de pouvoir un petit peu avoir accès en temps réel quasiment à son portefeuille partout dans le monde depuis n'importe quel device. Donc je pense que les besoins clients sont en train d'évoluer vers là et les advisors ont un rôle donc de dire le tout robotique, moi j'y crois pas une seconde parce qu'en fait le métier de la banque à la base c'est quand même la confiance et cette confiance, je sais pas vous mais moi aucune confiance dans un app. Et par contre, une app avec un advisor qui m'explique les éléments. Donc, moi, je crois que le rôle du métier de gérant, il n'a jamais été aussi intéressant. Parce que là, on a, entre guillemets, passé un virage. Et en fait, on est passé d'un métier qui était, en fait, super technique et qui le sera toujours demain et qui le sera encore plus après-demain. D'où la nécessité de développer ses compétences techniques, mais également, c'est développer ses compétences relationnelles avec des outils modernes. Un moyen de communiquer différemment avec ses clients, de pouvoir le rassurer au moment où il en a besoin, à différents touch points, parce que vous connaissez l'expérience client, c'est le customer journey, comment on revoit tout ça. Et c'est justement pour cette raison-là que chez 1, 2, 3 Next Generation, on forme les entreprises à revoir ces éléments en équipe, à commencer à initier, une réflexion sur ce sujet, sur comment on adresse les besoins clients en équipe, de façon avec un relationnel qui match et des outils qui assistent en fait ces équipes pour justement être le plus efficace possible dans la relation et répondre aux besoins du client. Oui, aujourd'hui, métier de gérant, c'est vrai que ça va être super passionnant, d'autant plus ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, Internet, c'est une grande librairie et les gens savent l'utiliser. Et beaucoup de personnes maintenant voient l'intérêt d'investir les capitaux parce qu'on peut voir des vidéos, des articles qui expliquent l'importance de le faire. Et donc, et les jeunes générations le savent très bien, c'est très important d'investir son capital dès qu'on en a. Et on a en même temps des grosses innovations qui sont arrivées, notamment les crypto-monnaies. Et donc, c'est certain, pour les gérants, c'est une super opportunité parce que c'est très difficile de naviguer dans ce marché, que ce soit le marché action actuel ou le marché crypto-monnaie qui est nouveau, dans le sens où tous ces jeunes qui ont investi, ils ont aussi vécu une forme de première crise. Parce que ces dernières années, ça a été vraiment... il y a eu beaucoup de mouvements sur les marchés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont investi dans les cryptos, c'était accessible, il n'y a pas de contrôle. N'importe qui peut ouvrir son compte crypto, commencer à acheter, vendre des cryptos, il n'y a pas de régulation, il n'y a rien. Et donc, ils ont aussi vécu, certainement, le côté un petit peu... la crise, simplement. Absolument. Et donc maintenant, la question, c'est de se dire, ok, donc maintenant, peut-être que certains ont perdu confiance, ils ne veulent plus retourner. Il y a clairement un besoin d'informations de qualité, de personnes qui peuvent transmettre leur expérience, former les gens. Et donc, c'est clair que pour les gérants, c'est tout un nouveau marché qui s'ouvre. Absolument. Merci d'évoquer ça, parce que
pendant un bon bout de temps, les crypto-monnaies étaient presque le mot tabou qu'il ne fallait pas prononcer en face de banquiers, pour plein de raisons, et à juste titre, c'était non régulé, vous l'avez explicitement mentionné, et je pense très franchement qu'en fait, c'était pas facile pour une banque aussi de dire, si demain je veux adopter les crypto-monnaies, comment je fais ? Je peux vous dire que c'est compliqué. Donc, à juste titre, on ne peut pas faire bouger une banque d'un modèle X à un modèle Y comme ça. Il y a un règlement, il y a une sorte une réglementation à respecter. Et puis, c'est dans l'intérêt du client. Enfin, c'est pas pour rien, ces réglementations. Quand on voit ce qui se passe avec FTX, c'était la jungle. Donc, alors, de ce point de vue-là, je comprends les banquiers. De l'autre côté, je trouve, et vous l'avez justement mentionné, qu'il y a un intérêt incroyable de cette génération à investir. Nom de bleu, quelle opportunité! Quelle opportunité! Moi, à 20 ans, je ne pensais pas à l'investissement. Hein. Je ne sais pas, moi, demander aux banquiers si à 20 ans, ils ont commencé à investir. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais moi, je trouve génial, de nouveau. On colle les jeunes dans cette case qui sont un peu des bébêtes, qui repassent toute leur journée à regarder leur Natel. Pour certains, c'est peut-être vrai, mais peut-être pour d'autres, non. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de se former, peut-être qui ont envie de créer leur avenir financier à 20 ans et commencer à anticiper tout ça, à juste titre. Mais quelle intelligence! C'est génial! Aujourd'hui, on a YouTube. Aujourd'hui, on a des sources de qualité maintenant au niveau de la formation. Je veux dire, il y a beaucoup de choses et c'est là où il va falloir être vigilant, c'est la source d'information. On a ChatGPT. Non, sans vouloir non plus rentrer dans trop ce cliché, je dirais, je pense qu'en fait, il y a besoin d'une expertise de qualité. Et ça, c'est ni YouTube, ni ChatGPT, non. C'est un banquier qui a l'expérience des marchés, parce que quand on parle de crypto-monnaie, on parle de marché, on parle de volatilité, on parle de mouvement mécanique d'un marché. Donc, pour moi, les jeunes ont besoin, et vous avez tout à fait raison, d'un banquier qui peut les guider dans l'investissement et dans la durée. Parce qu'il y a besoin de sécurité, il y a besoin de vraies informations de qualité. Et ça, quelqu'un qui a vécu ces crises de 2008, qui a vécu cette volatilité, qui comprend la mécanique de marché, qui comprend les phénomènes de placement, de risques de contrepartie, de tous ces risques associés. Parce que, alors oui, des youtubeurs qui vous disent que le 1 million de... Le quick money scheme, on l'a tous vu sur YouTube, qui appelle le clic par des messages complètement mensongers, c'est scandaleux. Moi, ces gens-là, je trouve qu'ils desservent cette next-gen et ils leur mettent en plus, malheureusement, une étiquette de gens qui ont cette envie de faire de l'argent facile et rapide. Moi, je ne crois pas que les jeunes, ils sont cons à ce point-là. Pardon, mais ça m'énerve. Je ne crois pas que les jeunes sont cons à croire que ça, c'est possible. Je pense que ces jeunes sont intelligents, je pense qu'ils font la part des choses, mais je pense qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui ont fait avant ces expériences et qui peuvent leur partager ça. Et en ça, je crois que le rôle du banquier est de capter ça comme une opportunité de se dire « Tiens, ces jeunes, ils ont envie d'investir. » Mais est-ce que potentiellement, ça ne vaudrait pas la peine de s'approcher de ce sujet de la crypto-monnaie, d'essayer de le comprendre nous-mêmes pour essayer d'au moins comprendre ce que nous dit ce jeune qui apparemment est plutôt bien documenté sur ce sujet-là, pour pouvoir capter ça et dire « Tu sais quoi ? Le meilleur conseil que je puisse te dire, potentiellement, c'est ne mets pas tes œufs dans le même panier. » Peut-être que la crypto peut être un placement intéressant, et moi je suis pas un conseiller en placement, donc je saurais pas dire. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est intéressant de voir qu'il y a un intérêt là. Parce que est-ce qu'on peut pas capter ça et de dire, dans un portefeuille diversifié, dans une bonne structure de gestion de portefeuille, un tout petit pourcentage de la crypto serait pas intéressant. Et si le client a un intérêt sur la crypto, et c'est que ça qui l'intéresse au début, de lui montrer l'éventail de potentiellement de-risking de cette approche investissement qui est ultra risquée dans la crypto. C'est comme je dis souvent, vous n'avez pas appris encore à nager, à surfer, que vous allez vouloir surfer la plus haute vague à Hawaï. C'est du délire. Non, mais vous voyez un peu la volatilité de ces marchés, des risques aussi en lien avec les acteurs qui ne sont évidemment la plupart pas régulés. Donc non, il faut aussi remettre les choses dans le contexte que la crypto est une opportunité, qu'elle doit être potentiellement de voir que ces jeunes ont de l'intérêt à ça. Génial. Banquier, formez-vous à la crypto, essayez de comprendre ces phénomènes. Par ailleurs, je trouve qu'il y a de nouveau cet échange intergénérationnel, plutôt que de dire non mais c'est nul, c'est rien, t'as rien compris. Tiens, mais qu'est-ce que tu regardes en fait sur la crypto? Quel channel tu suis? Explique-moi, j'ai envie d'apprendre. Cette approche d'écoute, je pense que ça va être la clé.
Et plus on est dans cette approche d'écoute, et ça marche dans les deux sens, l'écoute c'est aussi du jeune qui a l'humilité de dire j'ai peut-être beaucoup à apprendre de cette génération qui a vécu des crises, qui sait ce que c'est la volatilité, puis qui a cette expérience quand même. Et puis l'expérience pour moi elle est de deux côtés, savoir technique, des marchés par exemple, mais tout le côté relationnel. Ça s'apprend pas comme ça. Hein. Et moi, le quick money scheme, j'y crois pas une seconde. Hein. Pas du tout. C'est ça, par contre, c'est un message mensonger. Et je crois que les jeunes sont assez intelligents pour savoir faire la part des choses. Je pense que c'est vraiment un aspect important que vous mettez en avant. Je pense que le mentorat est plus que nécessaire dans cette transmission-là. Et tout le monde est responsable, mais je pense que les boomers, si on peut... Ouais. appeler comme ça, ils ont aussi cette responsabilité. Si tu veux que la transmission se fasse bien, donne-toi les moyens pour qu'elle se passe bien, et notamment avec le mentorat, en guidant ces jeunes qu'on a l'impression de ne pas comprendre, mais je pense que les gens oublient qu'un jour ils étaient jeunes aussi. Et je pense qu'il y a tout cet aspect-là qu'il faut vraiment mettre en place et qui est absolument pas négligeable. Et ce qui est drôle, c'est que hier, j'ai vu quelque chose qui disait on a toujours l'impression que les millennials sont pas motivés, comme vous disiez, ou qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Mais le truc avec les millennials, c'est quoi ? C'est qu'avant de venir vous poser la question, ils ont regardé plein de choses, ils se sont renseignés sur plein de choses, et donc du coup, quand ils viennent vous poser la question, ils vont pas vous poser une question bête qui demande juste un oui ou un non comme réponse. Non, ils vont vous poser une question tellement nuancée qu'elle sera peut-être pas toujours compréhensible ou que vous n'aurez pas forcément la bonne réponse, parce qu'en fait, lui, se sera débrouillé pour trouver la réponse à sa manière et qui viendra avec une question qui paraît un peu peut-être farfelue ou qui paraît un peu décousue parce qu'il a fait ses recherches à sa manière. Et ça, je pense que c'est très vrai, parce que ça m'a rappelé que quand on était en cours, l'épreuve disait « Le problème avec vous, c'est que vous ne venez pas me poser de questions ». Il nous disait « Faites un travail de groupe, faites ci, faites ça ». Il nous donnait les instructions et on se débrouillait tous. Donc ça, je pense que c'est aussi Internet. Comme on a dit, cet aspect librairie où on peut trouver les réponses. Donc en fait, on ne va pas poser les questions. Donc on va se débrouiller pour faire comme on peut. Et des fois, ça peut aussi nous mener dans la mauvaise direction, parce qu'on a été trop loin tout seul, sans avoir pris le temps aussi de demander un peu conseil pour qu'on puisse nous remettre sur le droit chemin si nécessaire. Mais aussi, c'est une responsabilité partagée, parce que c'est aussi quand on était petit, quand on voulait poser une question, que le prof ou les parents disaient « Ah, mais pose pas de questions bêtes, renseigne-toi et reviens me voir après ». Donc, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais c'est important qu'il y ait une vraie alliance des forces, comme vous dites. Je trouve, ça me touche beaucoup ce que vous dites. À plusieurs escients, à plusieurs facteurs de ça, c'est l'éducation. J'ai la chance d'être papa de 3 enfants. J'ai la chance d'avoir une épouse incroyable qui me soutient dans ma démarche d'entrepreneur. Et qui me soutient dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et en fait, vous parliez de pourquoi 1, 2, 3 Next Generation. Moi, mon moteur, mon why personnel, c'est ma famille. Et en réalité, le trigger de beaucoup de réflexions de développement personnel ou autre, souvent, en fait, ça vient des enfants. Entre autres, ça peut venir de plein d'événements, en fait. Mais pour moi, en tout cas, ça a été les enfants. Je vais vous confier même que le nom de ma boîte vient de là. Puisque pourquoi 1, 2 et 3 1, 2 et 3 est né le jour où j'ai eu mes jumelles, avec mon épouse bien sûr, et en plus de notre premier enfant. Donc en fait, je me suis dit ce jour-là, je créerai un jour une société qui s'appelle 1, 2 et 3, du fait de ma première fille, de notre première fille, deuxième et troisième. Et c'est ça qui a fait que la société s'appelle 1, 2 et 3. Et en fait, quand on a des enfants, en fait, on repart à l'école, hein. L'école de tous les jours, en fait. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas, les enfants, ils ont leur... on apprend, en fait. On apprend un métier. Et l'éducation, c'est un métier difficile, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de valorisation sur ce métier-là. Il n'y a pas d'école de parents. Il n'y a pas d'école de parents. C'est un sujet ultra personnel. Tout le monde pense qu'il y a une manière. Il y a énormément de croyances qui font... Et on n'est pas bons parents.
entre guillemets, ils essuient les plâtres de nos erreurs, en fait. Il faut avoir cette humilité d'accepter qu'on fait plein d'erreurs quand on est parent. Et l'idée, c'est d'essayer d'en faire le moins possible, puis en fait, de leur donner confiance. Et la réalité, c'est que j'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse qui me soutient énormément, qui me permet de faire cette aventure entrepreneuriale avec 1, 2, 3 Next Generation, qui est un investissement de tous les jours, de tous les temps, de vraiment beaucoup d'investissements, 8h, 23, enfin, c'est des heures et c'est du temps, et elle me soutient énormément, donc je la remercie encore. Et en fait, nos enfants nous soutiennent aussi. Ils nous pardonnent beaucoup de choses, nos enfants. Et je crois qu'en fait, on devrait plus considérer ça aussi, plutôt pensant que c'est eux qui font faux. Je crois que c'est souvent nous qui faisons faux, en fait. Et un des moteurs de 1, 2, 3 était notre famille. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais pas équipé. J'étais pas équipé avec toutes ces compétences qu'il fallait pour éduquer des enfants. Et en fait, quand on y réfléchit, la vente, la négociation, qui sont ces meilleurs vendeurs, ces meilleurs... Enfin, ceux qui nous appuient sur les boutons rouges, qui nous font péter un plomb, ils nous connaissent mieux que personne. Hein. C'est nos enfants. Et qui sont les meilleurs négociateurs au monde? Nos enfants. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, c'est comme ça, et puis tu décides pas, puis c'est moi qui dis comment tu dois faire? Vous pensez que ça va bien marcher, ça? Je suis pas sûr. Et en réalité, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire aussi, dans la façon dont on éduque les enfants? Après, je trouve que le système éducatif a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr, il est là depuis des années et des années, des centaines d'années. Il y a probablement beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses dans le système éducatif. Mais il faut aussi remarquer que les institutions font leur travail aussi. Les profs font un travail incroyable. On met pas assez de lumière sur ce travail qui est fait par les professeurs dans les écoles, dans la petite enfance, dans tout. Ils font un travail de fou. Enfin, moi, je remercie nos institutions genevoises. On habite Plan-les-Ouates. À Plan-les-Ouates, ils font un travail incroyable aussi pour éduquer nos enfants, en plus du travail qu'on fait évidemment en tant que parents, mais je veux dire pour les accompagner, c'est un travail pas évident. Pas évident du tout, et on devrait mettre ma maman institutrice, donc cette fibre de l'éducation, je la respecte énormément. Je pense qu'ils n'ont pas un job facile. Et après, effectivement, la réalité, c'est que pendant longtemps, on nous a dit t'as cette note, c'est ça qui te fait gagner. Puis quand t'as une mauvaise note, c'est pas bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui sont eux-mêmes concernés ou consternés, je devrais dire parfois, par cette approche-là, et qui essaient de faire changer les choses. Et le système ne peut pas se changer comme ça. Et il a ses avantages. Il faut un cadre aussi dans une école. Ça fixe le cadre. Il y a beaucoup d'avantages que elle ne peut pas apprendre tout non plus. Elle n'est pas responsable de tout, l'école. Donc je pense que nous, en tant que parents, c'est à nous de prendre notre rôle au sérieux, d'être responsables et d'essayer de faire le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et c'est pas un job facile d'être parent. Et je pense que plus de lumière devrait être aussi fait et reconnu par la société, ce job-là, en tant que parent, et parce que c'est pas un job facile. Et en fait, la réalité, c'est que quand vous savez gérer ces compétences en tant que parent, c'est incroyable les ponts que vous pouvez faire avec le pont professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dis, la négociation, mes filles sont les meilleures négociatrices au monde. Elles sont les meilleures négociatrices au monde. Et franchement, en fait, cette souplesse et cette agilité, vous voyez, OK, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de vendre le brossage de dents le soir? Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente d'avoir une relation en famille qui est sans forcément être dans le « t'as raison, j'ai tort, j'ai raison, et si tu dois faire ci... » Et en fait, on arrive au même résultat, mais la beauté de la chose, c'est les moyens. C'est le chemin pour y parvenir. Et ça, en tant que parent, on l'apprend tous les jours, le chemin. Et c'est l'université de la vie tous les jours. C'est vraiment dingue. Je veux dire, moi, j'apprends tous les jours. Et je le dis d'un point de vue privé que d'un point de vue professionnel. Cette humilité de se dire, mais finalement, en fait, on ne sait rien. Je pense qu'en fait, on devrait l'admettre et se le dire et se le répéter tous les jours en disant « Aujourd'hui, je vais encore apprendre un truc de nouveau. » Parce que c'est ça, c'est cette capacité, je pense que cette next-gen-là, vous l'avez très justement mentionné, elle a cette capacité à aller chercher de l'information, à aller se documenter. À tort ou à raison, ils vont peut-être prendre des sources qui ne sont pas parfaites, mais la question c'est, et dans l'apprentissage, et je pense que c'est une des compétences clés, c'est la capacité d'apprentissage. Ça, c'est clair, ça va être clé à l'avenir, capacité d'apprendre en permanence beaucoup de choses.
de remettre en question ces questions qui ont été vraies à un moment 5 ans avant, qui ne le sont plus. Je rappelle une chose, dans le domaine du digital, vos compétences, je crois qu'il y a une statistique, c'est environ 40 à 50% des informations que vous avez apprises à un moment T, 3 ans après, elles sont obsolètes. Donc voilà, vous avez le planté de décor. Dans plein de métiers, ce qu'on apprend aujourd'hui n'est plus valable demain. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste à dire, c'est bon, on regarde juste les formations, qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation, puis 10 ans après, on oublie ces gens dans l'entreprise, on les forme plus, on a oublié qu'ils étaient là, et en fait, on se concentre que sur les gens qu'on recrute. Et en fait, moi, je pense que tant dans le côté des talents que du côté du business, faut vraiment pas s'endormir sur ses lauriers. Parce que les compétences, elles évoluent à une rapidité. Et c'est pareil chez les besoins clients. En fait, vous avez des besoins clients qui sont en train d'évoluer. Si vous n'avez pas des talents, moi je dis toujours, moi je suis rien sans mes talents. Rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vos talents en tant que chef d'entreprise qui vont être le moteur de votre innovation, qui vont être le moteur de croissance de votre entreprise. Et ça, en fait, en tant que patron, moi je trouve génial de pouvoir empower people. Empowering people in all generations. Empowering all generations. Parce qu'il faut arrêter de croire que c'est juste les grands et les gens, monsieur, qui ont 55 ans et plus, qui ont tout le savoir de l'entreprise. C'est pas vrai. Il y a des jeunes, ils ont des domaines de compétences qui peuvent vous être très utiles. À l'inverse, vous les jeunes qui pensez que vous êtes des stars dans ce que vous faites à 25 ans, vous n'avez peut-être pas vu tout ce qu'il vous reste à faire. Alors cette humilité d'accepter qu'il n'y a pas que Google, il n'y a pas que ChatGPT et il n'y a pas que ce que vous avez lu sur le net, mais d'aller poser la question aux personnes qui ont un peu plus d'expérience, pas une mauvaise idée peut-être. Et en tant que patron, est-ce que vous, votre job, c'est pas finalement d'animer votre communauté à la fois de talents et à la fois de clients et faire que les besoins se matchent? Et c'est ça. Et tu parlais de mentorat, merci. Vous savez ce que c'est le mentorat? À la base, c'est une posture. C'est une posture, c'est une philosophie. Je me forme là-dessus et je profite de l'occasion pour remercier Jean Guyot de l'entreprise Jess Format qui a une des seules formations qui est reconnue en tant que brevet fédéral dans le domaine du mentorat d'entreprise. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les entreprises à s'interroger sur le sujet du mentorat. Créer des couples de mentors au sein de l'entreprise, mentor junior, ça s'appelle le reverse mentoring by the way, et le couple de mentors, et que ces générations se mentorent chacun. Je trouve ça très intéressant, le mentorat intergénérationnel, je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, de transmission de la culture de l'entreprise, de transmission de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Et là, en ça, le mentorat est extrêmement puissant. Et le mentorat, finalement, c'est 3 choses, et pour moi, c'est un peu aussi la fonction du manager 2.0, c'est 1. Former, donc cette capacité à former, à donner en fait, cette capacité à poser des questions, plus dans le rôle de coaching, donc là on change de rôle, de posture, c'est en fait ce que font beaucoup de managers finalement, on n'a pas toutes les réponses, souvent on ne les a pas du tout d'ailleurs, et c'est par les talents qu'on va vraiment leur donner les clés et la confiance suffisante pour finalement leur dire, tu vois, tu as peut-être pensé à ça, et puis là, et donc là on peut quand même par les questions assez puissantes les amener en fait à cette réflexion, ah ouais mais en fait tiens j'avais pas pensé, et moi techniquement j'y connais rien, mais poser des bonnes questions c'est déjà le début de la réponse. Et puis enfin le rôle de conseil, de par l'expertise technique, de dire moi j'ai de ma petite expérience, voilà ce que j'ai vécu, je peux te le livrer, j'ai vu ça, mais peut-être qu'aujourd'hui mes connaissances sont plus à jour, peut-être que tu vas trouver une solution, et d'ailleurs je suis même convaincu que tu vas la trouver. Et cette fonction du manager 2.0 qui en fait joue avec cette posture à la fois coaching, un peu dans les réflexions, questions réflexionnelles, à la fois dans le conseil, donc fonction d'expert quand même, qui peut donner quand même des pistes et d'écouter en fait dans cette rôle d'écoute, toi, comment tu vois, sur la base des éventuelles recherches que la personne a faites, d'ailleurs, ça marche très très bien. Tiens, il s'est renseigné sur Google, ChatGPT ou que sais-je, un forum professionnel, tu arrives avec une partie de la réponse, bravo, tu as fait ton job, tu es arrivé avec des solutions. Et maintenant, la solution n'est peut-être pas parfaite, et c'est pour ça qu'on en discute, parce que justement, avec l'expérience, il y a peut-être des choses à ajouter et à compléter. Et puis enfin, le rôle de formation, de transmission, en fait, qui va être à la fois sur le rôle de je peux te donner des clés, en fait,
qui vont t'aider toi en tant que jeune ou moins jeune d'ailleurs dans l'entreprise à progresser d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue savoir-être, culture d'entreprise, un petit peu le côté people management, talent, etc. Donc pour moi, ça va vraiment être ce rôle de mentor, il est crucial. Et cette philosophie de dire, en fait, j'apprends toujours des gens moins jeunes que moi. Et je pense que beaucoup de patrons, en fait, aiment ça, en plus, être dans ce contact et dans cette transmission, dans cette générosité, en fait, partagée des deux côtés de l'échange intergénérationnel. Alors, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de cette émission, c'est parler plus ou moins du futur, mais là, on va le faire de manière encore plus concrète. Ouais. Quelles sont les tendances que vous avez remarquées actuellement ? Alors, on va rester sur la place financière genevoise. Ouais. Et quelles sont peut-être les petites bribes de nouvelles tendances qui sont en train de germer ? Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait voir tout ça à horizon 2030 ? C'est un horizon temps qu'on aime bien prendre parce que ça paraît loin, mais comme vous avez dit très justement, 2030, c'est demain. Et je pense que la meilleure manière de se préparer au futur, c'est de savoir à quoi s'attendre ou avoir plus ou moins des pistes. Super question. Moi déjà, je suis pas grand-chose dans ce petit monde et j'ai pas de boule de cristal non plus. Donc définir l'avenir, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce que je vois, c'est un peu plus une approche de dire finalement quels sont les enjeux clés vraiment dans les entreprises. Alors ce que j'observe à mon petit niveau, c'est que finalement la clé dans tout ça, le moteur en fait de la croissance des entreprises, puisque c'est ça quand même qui est intéressant pour une banque, et de pouvoir grandir et de pouvoir servir ses clients au mieux, ça va quand même être les talents. Donc aujourd'hui, il y a quand même un enjeu d'attractivité des talents qui arrivent avec des nouvelles compétences, qui répondent aux besoins de demain justement. Ces besoins, je vous dis franchement, je ne les connais pas. Ce que j'observe à mon petit niveau, c'est probablement des compétences dans la communication. Donc une façon différente de communiquer. C'est pour ça chez 1, 2, 3 Generation, on a pris ce pari de communiquer de façon plus directe, plus scalable aussi, parce que la vidéo peut être utilisée tant à l'interne qu'à l'externe. Elle tourne la nuit d'ailleurs, même quand vous dormez. C'est assez intéressant. Il y a des gens, on ne sait pas ce qu'ils font la nuit, ils viennent liker les trucs. Le lendemain, vous le levez et en fait, vous voyez que votre vidéo a travaillé la nuit. C'est assez dingue. Ça, j'aurais pas pensé avant. Mais bref, tout ça pour dire que la façon de communiquer va, pour mon avis, évoluer avec les besoins des clients. Et en fait, moi, j'ai pas les réponses. Moi, ce que je pense qu'il faut être attentif, c'est les besoins des clients. Donc, une des compétences clés qui va, à mon avis, être nécessaire et qui sera toujours nécessaire, qui l'a toujours d'ailleurs été, on n'invente rien là, c'est l'écoute des besoins clients. Je pense que le développement des compétences, pour nous, chez 1, 2, 3 Next Generation, c'est un des moteurs, puisque c'est ce qu'on fait, on forme les talents dans l'expérience client. Donc l'objectif, c'est quand même de développer les compétences des personnes qui sont dans ces banques et qui donc sont le client-facing, donc qui reçoivent finalement, qui ont le relationnel client. Donc l'expérience, pour moi, est un des mots-clés probablement. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'en sais rien. Les besoins, je ne les sais pas et je ne les connais pas. Ce que je pense, c'est que c'est cette capacité à écouter permanence le terrain, d'être sur le terrain, d'être en contact avec les clients et d'avoir cette capacité à s'adapter. Alors ça, pour moi, ça, j'y crois. C'est-à-dire que cette capacité à s'adapter, malheureusement, elle est difficile, ça nous fait sortir notre zone de confort parce que on a l'habitude de faire les choses d'une manière et puis les banques sont très structurées, les processus sont très structurés, donc devoir changer ces manières, c'est pas évident. Et je pense qu'il faut plus valoriser le travail des gens, globalement. Et ça, c'est un facteur de motivation assez important. Et trouver les talents, mais aussi de se faire la réflexion, mais dans quoi je suis bon et comment je peux activer les zones vraiment de performance de mes talents, les zones de génie presque de mes talents et d'aller activer ces zones et de les identifier. Et donc pour ça, il faut savoir ses propres zones où on n'est pas bon. Et moi, je suis pas bon dans plein de trucs, donc ça me va très très bien. Et l'idée, c'est de dire en fait, partout là où je suis pas bon, où est-ce que je peux déléguer? Où est-ce que la personne est la meilleure placée dans son sujet? Et c'est ce travail d'équipe, en fait, et c'est cette diversité des profils en entreprise qui fait la richesse, en fait, d'une entreprise dans le service à ses clients. Parce que ces clients, en fait, ils ont des besoins divers. Donc, si vous n'avez pas des profils et des compétences diverses en entreprise, comment vous pouvez y arriver? Donc, le vrai enjeu, ça va être l'attractivité des talents avec les compétences diverses, des profils divers, une démographie diverse, et c'est cet échange, je crois,
cette communication autour des compétences et en tant que manager, moi je crois qu'il y a un vrai enjeu à aider les managers. Parce que le rôle de manager n'est pas facile. Et en réalité, aider un manager, c'est aider les talents. Et c'est pour cette raison-là aussi que chez 1, 2, 3 Next Generation, on aide les entreprises au niveau du C-level. Du C-level, des managers, pour faire du one-to-one, parce que justement, être manager, c'est pas simple. Et on peut pas se confier avec ses talents. On va pas lui expliquer les problèmes de tout ce qui est du management. Donc, aider les managers en termes de qualité de management fait que les talents peuvent se révéler, fait que l'entreprise se développe et fait que les besoins clients soient potentiellement mieux adressés d'une manière agile, d'une manière flexible, parce qu'on sait que ces besoins vont évoluer de plus en plus. Et on n'a pas la baguette magique qui nous dit dans quelle direction ça va. C'est très difficile de piloter un business. Donc, moi-même, en tant que chef d'entreprise, je vois la difficulté de ce qu'est gérer un business et gérer des équipes. Et des fois, j'ai besoin d'aide. Donc moi-même, je suis mentoré, par exemple. Donc, parce que je crois beaucoup au pouvoir du mentorat, justement. Je suis coaché par un des meilleurs coachs qui, notamment, a des mandats à l'IMD et autres grandes prestigieuses organisations. Donc, je crois beaucoup au pouvoir du mentorat. Je crois beaucoup au pouvoir de l'écoute, mais aussi de la capacité à cette agilité, à cette mobilité, à ce swing que les entreprises ont fait face dans le passé, partir des forces en présence, à savoir les talents, et bâtir sur ces forces avec des managers équipés. C'est-à-dire des managers qui eux-mêmes font ce travail de dire « j'ai besoin d'aide ». Cette humilité de dire « j'ai besoin d'aide ». Parce que concrètement, ce job n'est pas simple. Et c'est en aidant je crois vraiment, en aidant les managers, en aidant le C-level qu'on aide les talents. Et par là, finalement, le client et l'entreprise grandit. Mais il y a un enjeu d'attractivité des talents, de développement des talents et de rétention des talents. Donc là, effectivement, une fois qu'on a formé les talents, il va falloir les garder sur le long terme. Et donc, c'est là aussi l'enjeu de la qualité du management. Par exemple, vous savez quels sont les facteurs pour les jeunes, par exemple, qui restent en entreprise ? Le fait de se sentir écouté, respecté et impliqué. Ouais, c'est une des choses. Alors, en fait, il y a une étude de Randstad qui est sortie sur l'Employer Branding 2021 qui donne les 3 facteurs pour la Gen Z qui répond à cette question. Facteur numéro 1, l'ambiance au travail. Alors, ça rejoint toutes les compétences dont tu parlais, qui finalement sont effectivement un manager qui est un peu équipé en gestion des talents, un peu en management, un peu en empathie, un peu en reconnaissance, un peu en écoute, mais un peu aussi en compétence, parce qu'il faut être compétent dans son métier. Au côté savoir-faire, je parle là. Donc savoir-faire, savoir-être, pour moi, sont des compétences qui sont évidemment requises en tant que manager, et le manager a besoin d'aide. Donc, ambiance au travail, c'est le manager et le top management, la culture d'entreprise, qui a beaucoup d'importance dans ce processus. Facteur numéro 2, le salaire. Bah bien sûr, ambiance au travail, mais pas salaire, ça va pas durer très longtemps. Bah oui, il faut des ressources. Il faut des ressources pour pouvoir payer les gens au juste salaire, sachant qu'aujourd'hui, on voit quand même une certaine inflation. Moi, j'invite toutes les entreprises, en tout cas, à revoir leur benchmark, à ne pas sous-estimer le facteur salaire et avantages en général, et à repenser potentiellement, on ne peut pas tout donner non plus, trouver un équilibre, ramener ça à des objectifs concrets. Et effectivement, il y a un enjeu à quand même compenser correctement les talents. Ça fait partie de l'attractivité de la rétention. C'est un facteur non négligeable. Facteur numéro 3, selon vous? Responsabilité, non ? Ouais, La responsabilité de pouvoir faire preuve d'initiative, ouais. Travailler sur des projets. Alors, c'est effectivement des choses qui remontent souvent, que j'attribuerais à la qualité du manager dans la façon de déléguer. Donc, plutôt facteur numéro 1, ambiance au travail. En réalité, c'est le work-life balance. Mm-hmm. Alors, work-life balance, c'est le facteur numéro 3 derrière le salaire. Et en premier, l'ambiance au travail. Donc, qu'est-ce que c'est le work-life balance ? C'est une certaine flexibilité sur, évidemment, les horaires de travail, la façon dont on travaille remote versus au bureau. Et en fait, on voit, il y a des études qui ont montré que, par exemple, une entreprise qui offre 1 jour de remote work, donc depuis la maison, est moins compétitive qu'une entreprise qui en offre 2 à salaire égal. Donc, vous voyez, alors, il ne faut pas mettre tout le monde non plus dans la même situation. Je pense qu'en fait, c'est quand même assez incroyable. Sur le papier, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais en fait, pour certaines personnes, c'est important.
C'est vraiment important. Donc, ça peut être un des effets d'attirer des talents, par exemple. Donc, mais bon, dans la flexibilité du travail et puis balance, il y a plein de facteurs. Mais la flexibilité, c'est quand même, je pense, dans les plannings, notamment, ou dans la prise de vacances aussi. C'est toujours des sujets un peu d'accroche potentiellement à l'entreprise. Mais pour moi, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que la flexibilité, c'est dans la façon dont on peut gérer, avoir du temps pour ses talents et où on est efficace en équipe, globalement. Parce que si on est efficace, et d'ailleurs les études le prouvent, quand on est en remote work, je crois qu'on est 20 à 30% plus efficace que quand on est au bureau. Donc, en fait, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, en entreprise, il y a beaucoup de pertes d'efficacité. Beaucoup de meetings qui servent à rien. Mais en même temps, d'être en entreprise a beaucoup d'avantages aussi. C'est-à-dire revenir au bureau, revoir les collègues, pouvoir parler de création. L'innovation, pour moi, est difficile en format remote. Le fameux brainstorming, le design thinking, tous ces processus d'innovation, allez, il faut être là, quoi. Il faut se voir. Et Einstein dit, tout n'est qu'énergie. Je crois beaucoup à ça. Et ça, en format Zoom, c'est compliqué. Compliqué. Donc, tout n'est qu'énergie. Donc, quand on vous parle d'une société, une société, c'est de l'énergie. Et cette énergie, elle doit pouvoir se capter, s'observer. Et ça, c'est difficile en remote. Donc, je crois beaucoup aussi au pouvoir de l'entreprise, dans sa culture d'entreprise, mais du présentiel, quoi. Et des événements autour de l'entreprise, c'est-à-dire des célébrations, des événements qui allient à la fois les talents et les clients, des événements internes, externes. Donc, il y a effectivement un enjeu pour les entreprises de faire vivre cet intérieur qui est malheureusement est un peu mort pendant ces années Covid, par la force des choses, bien sûr, et donc le faire revivre là un petit peu, le secouer par de faire des événements qui invitent les talents à se revoir, je crois que c'est crucial. Donc, avec tous ces aspects, 2030, on va dire, ou 2035, les boomers sont partis, les nouveaux sont arrivés. Comment est-ce qu'on imagine ces nouvelles formes d'entreprise ? Comment ça se passe ? Nouvelle forme d'entreprise. Sacrée question. Comment est-ce que ça se passe ? Donc, on a des gens qui arrivent, on a des entreprises avec une majorité de personnes jeunes qui travaillent, donc on suppose beaucoup depuis la maison ou depuis des working space. On a une transition qui s'est faite plus ou moins bien dans certains cas. Comment ça se passe au quotidien de ces entreprises ? Globalement, je crois que le sujet du travail en entreprise est toujours un sujet délicat. Historiquement, il y a toujours eu des bons managers et historiquement, il y a toujours eu des mauvais managers. Et je crois ça de tout temps. Donc en fait, ce n'est pas une histoire de maintenant, le Covid ou pas le Covid. En réalité, ça a toujours existé. La vraie question, c'est comment ces individus se sont adaptés à ces situations-là. Et des crises, il y en a eu. En 2008, il y en a eu. Avant encore. Donc, la crise de, par exemple, la bulle Internet, voilà. Et de ces crises naissent des opportunités. Aujourd'hui, IBM est toujours là, Yahoo est toujours là. Enfin, il y a des entreprises qui sont effectivement passées à travers ces crises. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait que ces entreprises ont passé ces crises, en fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'antifragile, pour moi, la culture antifragile, j'y crois beaucoup, c'est souvent en lien avec, ça secoue, et c'est là où on se révèle. Et donc, cette capacité de agilité, je crois, et d'acceptation de l'erreur, parce que c'est par l'erreur aussi que ça crée l'innovation. L'innovation sans erreur, j'y crois pas beaucoup. Le premier coup, ça marche, j'aurais des doutes sur le processus, on va dire. Donc, d'accepter cette erreur, d'en parler, de communiquer, de nouveau, d'avoir des profils, ça c'est notre axe, 1, 2, 3 Next Generation. Cette diversité en entreprise, elle est importante. Si tout le monde pense de la même manière, évidemment, quand vous regardez Kodak, par exemple, un énorme échec, une énorme gâchis, j'aurais dire, parce que moi, une entreprise qui était un quasi-monopole, plus de 100 000 personnes dans Worldwide, qui du jour au lendemain perd un marché, et plus rien, en fait, disparaît l'univers, enfin, on se dit quand même, c'est dingue. Et la personne qui, accessoirement, a inventé le digital, photo digitale, c'était un des ingénieurs de chez Kodak. Et ça faisait 15 ans, 10 ans qu'il leur disait « Hey les gars, j'ai un truc à vous présenter ». Donc, en fait, c'est cette capacité à dire, en fait, on a fait un moment A, c'est peut-être plus valable à un moment B, il y a des variables dans l'équation qui ont changé. Einstein faisait un truc que j'adore, vous la connaissez, cette histoire d'Einstein qui, en fait,
chaque année fait le même examen? Ah non. Non? Ah, c'est génial. Einstein, chaque année, faisait le même examen. Et une fois, un qui l'a vu, qui a dû redoubler, qui dit, mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous nous posez chaque année le même examen. Et je lui dis, mais parce que les réponses ont changé. Les variables à l'équation ne sont plus les mêmes. Et je crois beaucoup à ça. Et ces variables, on ne les connaît pas. Tu me demandes, qu'est-ce que sera le futur? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir s'adapter. Et donc, c'est ça qui, pour moi, va être la clé, et des cultures antifragiles, des cultures où on accepte l'échec, où on accepte de pouvoir discuter de ça, et d'avoir cette ouverture sur, ok, on peut avoir des profils différents qui parlent le même sujet, mais en fait, plus c'est différent, et plus c'est intéressant, plus il y a de la contradiction. Donc, et cette contradiction, c'est ça qui amène à l'innovation, quelque part. Parce que si on pense tous de la même manière, ça ne marche pas. On est trop lisse, entre guillemets. Et l'USP, c'est quand même Unique Selling Point, il naît de quelque chose. Alors, moi, je crois beaucoup aussi dans la communication, la façon différente de communiquer. Et c'est pour ça que chez 1, 2, 3 Next Generation, on s'est spécialisé dans la vidéo, un peu décalée, un peu différente, un peu moderne, dans le sens où on l'a fait courte et adaptée aux réseaux sociaux pour amener même des institutions. On a des grandes institutions comme clients, et je les remercie encore de leur confiance et de leur fidélité. C'est en fait, les amener à communiquer différemment. Et je crois beaucoup au pouvoir des talents au sein de ces organisations pour amener aussi un vent frais de modernité et d'innovation au sein de l'entreprise qui amène à la croissance de l'entreprise et la longévité dans le temps. Je pense que c'est une très belle manière de résumer toute cette grande discussion. Maxime Lagan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup pour cette belle discussion. On vous retrouve personnellement sur vos réseaux et on vous retrouve sur 123nextgeneration.com. On vous souhaite tout de bon pour la suite et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, merci pour cet accueil, c'était un super moment. À bientôt. Au revoir. Bientôt.